Togo des consultations nationales en vue de l'élaboration de la nouvelle feuille de route gouvernementale, une feuille de route qui couvre la période de 2026 à 2031. L'initiative a été conduite par la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson. Alors, cette démarche se veut un cadre d'échange inclusif. Firmin. Oui, bon, j'y vois deux choses. La première chose, c'est l'humilité gouvernementale, l'humilité de la présidence ou du président du Conseil, parce que c'est lui le patron du gouvernement. Il n'avait pas besoin nécessairement de rassembler tous les Togolais autour de son programme. C'est lui le patron. C'est un programme fait pour les Togolais. Oui, fait pour les Togolais, parce qu'en réalité, quand vous êtes chef de l'exécutif, c'est vous qui construisez votre programme avec votre équipe technique, et après, vous le soumettez aux Togolais. Maintenant, le 27 avril dernier, il dit dans les prochaines semaines. Donc, il y aura des échanges. Ça veut dire que ça témoigne de l'esprit participatif qu'on dénote toujours dans le régime parlementaire. On dit que c'est un régime où il y a des débats, où il y a une démocratie beaucoup plus participative. Donc, à ce niveau-là, il voudrait faire participer tous les Togolais à l'élaboration de la feuille de route. Il a besoin de l'avis de tous les Togolais, de toutes les intelligences, secteur privé, institutions et acteurs de la société civile, de toute l'étendue du territoire national. Donc je pense qu'il y a déjà une certaine humilité. Et dire déjà qu'il n'est pas le seul intelligent du pays, il ne veut rien imposer aux Togolais. Et c'est aussi par là, on peut y voir de vraies réalités, parce que quand on va faire les consultations sur toute l'étendue du territoire national, les Togolais vont parler. Les acteurs vont parler. Ils vont dire dans telle localité, on a tel problème, dans telle région, on a tel problème. Et là, tout cela sera contenu dans le document qu'on va lui soumettre tout d'abord, qu'il va voir. Et c'est en fonction de cela qu'il pourrait bien maintenant élaborer un Togolais dans lequel un document dans lequel tous les Togolais se retrouveront. Parce que ce sera ce que les Togolais ont dit que contiendra ce document. Donc, j'y vois un esprit d'humilité et un esprit participatif. Dieudonné. Non, mais écoutez, concerter ou alors consulter les Togolais aujourd'hui. Autour de la feuille de route gouvernementale. La feuille de route gouvernementale 26-2031. 26-2031. En clair, la feuille de route est en cours d'élaboration. Jusqu'à la fin de l'année, c'est cela. En soi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de savoir que je suis impliqué dans ce qu'on pense me faire du bien. Mais encore faudrait-il qu'on me dise ce qu'on a eu à faire pour moi dans la même démarche de par le passé. Je me pose toujours la question à ce jour, qu'est-ce qu'on m'a fait durant la feuille de route gouvernementale 2020-2025? Pourquoi est-ce qu'on ne m'avait pas impliqué quand je dis moi, ce n'est pas moi Dieudonné. Je parle du peuple parce que, en restant dans l'esprit du premier des Togolais, qui parle du rassemblement, qui parle de la transformation, qui parle de la protection, il n'est plus question aujourd'hui qu'on envoie un colis aux Togolais sans qu'ils ne sachent ou alors qu'ils ne maîtrisent le contenu. Si c'est ça l'idée. Et pour cela, on doit me convier à l'élaboration de la chose. Il faut quand même que j'ai mon mot à dire. Il faut quand même que je comprenne que ce qu'on élabore va dans mon avantage. Il faut quand même que je sache un peu les mesures qui entourent cette consultation. Alors, pourquoi consulter les Togolais? Est-ce que l'issue de cette consultation va modifier la priorité gouvernementale? Est-ce que l'issue de cette consultation va faire en sorte que le Togolais se retrouve dans le développement ou alors le déploiement de cette nouvelle feuille de route gouvernementale 2026-2031? C'est bien ça, non? Est-ce que qui sont ceux-là qui auront à décider à ma place ou qui parleront à ma place? Si aujourd'hui le président du Conseil a trouvé qu'il faut une adhésion plurielle autour de la feuille de route gouvernementale, quelque part il aurait noté que la première feuille de route gouvernementale n'avait pas inclus l'intérêt
de la plupart des Togolais, ou alors la plupart des Togolais ne s'étaient pas retrouvés dans le déploiement de cette feuille de route. Et il faut cette fois-ci qu'on ait des yeux regardant sur ce qui va se faire. Maintenant, encore faudrait-il que nous ayons effectivement un impact sur cette nouvelle feuille de route gouvernementale et jusqu'où la marge de manœuvre sera observée. Moi, j'étais sur le point de m'embrouiller un peu autour du début, de la fin et des profils de ceux qui prennent part à cette consultation. Je ne sais pas si c'est une consultation nationale, mais en écoutant le président du Conseil dans son discours, on aurait compris que c'est une large ouverture qui sera donnée aux Togolais enfin de voir beaucoup plus clair dans cette nouvelle feuille de route gouvernementale. Mais la suite des choses ne me donne pas raison de croire que c'était effectivement ce à quoi je pensais. Tantôt, Firmin disait que le gouvernement était libre d'avoir son projet et n'avait pas besoin forcément de consulter les Togolais. Je dis faux. Avant l'élaboration. Avant l'élaboration. Je dis, c'est archi faux. C'est archi faux, malheureusement, parce que le gouvernement ne travaille pas pour lui. Le gouvernement travaille pour le Togolais, le dernier d'ailleurs des Togolais. Alors, il faut que le dernier des Togolais sache ce qui est bon pour lui, ce qu'on est en train de préparer pour lui. Vous voyez aujourd'hui, si vous voyagez un peu à travers le Togo, vous allez voir des marchés dans des forêts, dans des brousses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des exercices sans consultation de la population à la base. C'est un autre débat, je suis d'accord. Mais c'est au niveau minimaliste de la chose. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la feuille de route gouvernementale, ça implique à un niveau plus élevé l'importance de la population à se retrouver plutôt dans l'exercice et l'action gouvernementale qu'on exerce. Il ne faut pas que le Togolais se demande qu'est-ce qui se fait, pour qui vous le faites, dans quel intérêt. Malheureusement, si même les consultations ne sont pas bien conduites, je me dis, on risque encore de faire juste qu'une communication et refaire la même chose. Renaud. Alors, il faut déjà noter que ça a commencé dans le Grand Lomé avec deux acteurs qui sont quand même importants, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, donc Banque mondiale, Nations Unies, toute la nébuleuse qui est autour de ces acteurs-là, et de l'autre côté, le secteur privé, donc le patronat et leurs représentants. Déjà, on a commencé à avoir des échos de leurs premières priorités à eux. Si d'un côté, les acteurs de Bretton Woods encouragent plutôt à faire preuve de discipline budgétaire déjà et de poursuivre les réformes qui ont été engagées. Du côté du patronat togolais, on semble mettre plutôt l'accent sur les réformes fiscales et administratives, ce qui se comprend. J'imagine que les patrons veulent avoir plus de marge de manœuvre pour pouvoir faire plus de business. Ce qui serait intéressant, c'est de voir les retombées de ces consultations-là, une fois que ce sera fini. Mais bien avant la retombée, quand tu parles de discipline budgétaire, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour un gouvernement comme celui du Togo? C'est-à-dire que le Togo, quand même, dans le contexte de ses engagements vis-à-vis notamment que ce soit du FMI ou de la Banque mondiale, s'est engagé dans différents chantiers, notamment poursuivre les réformes. Donc, en gros, gaspiller moins d'argent, pour parler très trivialement, au niveau de l'État. Donc, trouver des poches où on peut réduire les dépenses, histoire d'être plus économe, plus stratégique, plus discipliné, on va dire, dans la manière dont on dépense. Ce qui est un intérêt quand même important, parce qu'on est dans un contexte où les financements étrangers sont de plus en plus rares ces derniers temps, parce que les gens ont de leurs propres problèmes et que les marchés sont plutôt prudents. Ça avait commencé déjà il y a quelques années. Le Togo s'était déjà plutôt tourné parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés chez les marchés commerciaux, de se tourner plutôt vers les acteurs institutionnels comme la Banque mondiale justement ou la BOAD, donc qui font des crédits moins chers. Parce que vous savez que pour se financer, l'État en partie va emprunter ou prendre des fonds chez les acteurs institutionnels. Et à côté, il y a aussi les impôts et les taxes. Mais dans notre cas, les impôts et les taxes ne suffisent pas pour faire tourner la machine. Donc il faut également des apports, soit du marché local, c'est-à-dire de l'UMOA, mais aussi des acteurs commerciaux. Donc on peut faire des prêts chez différentes banques ou se financer auprès d'acteurs comme la Banque mondiale, le FMI, qui financent souvent des projets ponctuels. Et dans le contexte-là, l'une des
Ce qui avait été recommandé, c'est d'être plus prudent dans la manière dont on dépensait des sous pour éviter justement la gabégie, les pertes, donc être plus efficace dans la gestion. Et pour les acteurs de la Banque mondiale, c'est ce type de discipline-là qui va faciliter, on va dire, l'atteinte des objectifs, peut-être 6,5% de croissance, des objectifs qu'on a déjà un peu affichés avec la feuille de route gouvernementale précédente, dont, bien sûr, ce serait intéressant d'avoir le bilan. J'espère qu'on aura le bilan justement dans le cadre de ces consultations-là, pour pouvoir mieux se projeter sur l'avenir. Et donc, c'est cette logique-là qui est en jeu. Donc, je pense que pour le gouvernement, le défi sera de comment on est discipliné dans la gestion des finances, tout en poursuivant un peu dans cette logique sociale sur laquelle on s'est positionné et qu'on a revendiqué depuis quelques années. Le secteur privé qui réclame des réformes. Oui, ils veulent plus de facilité au niveau fiscal. Malgré le fait que les impôts et les taxes ne suffisent pas bon, vous savez, soutenir le développement du Togo. Un État, il faut gérer plusieurs intérêts contradictoires et trouver le moyen de... Vous savez, c'est Abraham Lincoln qui disait que le politicien, c'est celui qui prend l'argent des riches et les votes des pauvres pour l'intérêt général. Et donc, dans ce cas d'espèce, c'est ça que le gouvernement, c'est arbitrage qu'il devra faire, donc dans les différentes constituants, comment maintenir une politique sociale qui est revendiquée. Après, il faut voir dans les faits concrètement comment ça arrive au dernier Togolais, dans un contexte où les financements se font rares et où quand même les patrons disent donnez-nous plus de facilité pour pouvoir faire du business. Et de toute façon, on n'aura pas vraiment le choix parce que dans un contexte où les fonds étrangers sont plus difficiles à mobiliser, il faut pouvoir compter de plus en plus sur le business local pour faire tourner la machine. Et de toute façon, dans une logique de souveraineté, il vaut mieux quand même que les acteurs locaux puissent faire du business. Et si à côté on peut avoir des fonds et des entrepreneurs qui viennent de l'étranger pour faire des choses, c'est toujours bien. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir déjà un bilan de la feuille de route précédente et voir dans quelle mesure ces débats-là qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année vont influer sur la prochaine feuille de route. Et il faut quand même remarquer que c'est quoi qu'on dise, c'est la première feuille de route de la 5e République. Et donc, il y a une idée de... Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans une logique de consultation, parce qu'il faut renforcer la légitimité de ce cadre-là et pouvoir aller véritablement vers des objectifs concrets. Alors, il y a la société civile également qui doit être consultée. Comment est-ce que les profils sont désignés, sont trouvés? On ne sait pas, peut-être il y aura un certain nombre de critères qui seront affichés. Donc vous répondez peut-être à ces critères, vous serez désigné peut-être. La société civile, parce que la société civile elle est proche de la population. La société civile, les ONG, les associations et tout ça. Donc ce sont elles, sur toute du territoire, qui sont proches de la population. Donc elles vivent les réalités de la population. Elles sont avec les populations leur disent ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent, dans presque tous les domaines. Je pense qu'au niveau de la population, au niveau de la société civile, c'est beaucoup plus les réalités, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire une feuille de route sans tenir compte des réalités. Moi, je voudrais dire parce que Dieudonné voudrait que tous les Togolais soient quand même aient leur droit de regard dans cette feuille de route, que même le dernier des Togolais sache ce qu'on fait pour lui. Oui, en fait, ce que Dieudonné dit est légitime, mais ça ne se fait pas comme ça. En fait, ce que le Togo fait, c'est innovant. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, ça se fait comment? Oui, c'est-à-dire aucun dirigeant, une fois élu ou une fois à la tête de gouvernement ou d'un État, ne dit ouais, nous allons faire une consultation. Avant que je ne vous affiche mon programme, on va faire les consultations nationales pour que tout le monde puisse dire ce qu'il pense et s'inscrire dans mon programme. Ça ne se passe jamais comme ça. C'est pour ça que dans tous les pays au monde, le dirigeant, peut-être avant d'être élu, il affiche son programme. Et une fois élu, et il dit voilà ce que je vais faire. Peut-être en amont ou dans les coulisses avant qu'il ne soit élu. Il a un programme, il a les statistiques, il a fait le tour des terrains, des réalités et il met ça dans un document. Mais ce que le Togo fait, c'est innovant. Officiellement, c'est pour afficher l'esprit participatif en termes de régime parlementaire. C'est ce que le Togo fait, je pense que c'est... je ne vais pas dire, mais c'est exagéré de façon positive. Exagéré de façon positive. Le gouvernement togolais n'avait pas besoin de faire ça. Le président du conseil n'avait pas besoin de faire ça. Ça montre un signe d'humilité pour vous dire que je ne suis pas le seul intelligent du pays. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout ce que vous vivez. Racontez-moi votre vécu quotidien et je vais en tenir compte. C'est ça, en fait. Donc sinon, ce que Dieudonné dit là, se passe. On a vu la déclaration de politique générale dans ce pays. Dans ce pays, on a vu la déclaration de politique générale de Victoire Toméga Dogbé. Après, on a sorti la feuille de route. La feuille de route s'inscrivait. À l'époque, c'était pas...
Tomiga Debé était Premier ministre. Voilà, donc ça, la feuille de route, c'était pas un grand document, c'est juste un truc bien résumé, c'est très simple, qui indiquait le résumé de tout ce qui avait été dit à l'Assemblée nationale. Donc ça s'est inspiré de ce qui a été dit à l'Assemblée nationale. Donc sinon, ce que le Togo est en train de faire là, c'est innovant. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même au Togo, nous sommes nés au Togo, moi je ne sais pas quand vu ça. Moi, je suis un peu la politique étrangère, ça ne se fait jamais comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des consultations qui sont souvent lancées par rapport à un certain nombre de contextes, mais pas pour élaborer un programme de gouvernement. Voilà, donc c'est innovant. Maintenant, la deuxième chose, Dieudonné dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, il parle au nom du peuple. Je comprends, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Regardez même par exemple, quand on parle de la feuille de route gouvernementale précédente, on dit 2020-2025. 2020-2025, merci pour la précision. Donc on dit ça a été exécuté à près de 70%. Près de. Oui, près de 70%. Ça, c'est dire quelque chose qui a été fait. Mais maintenant, même avant ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Même de 2020 à 2026, il y a un certain nombre de rapports internationaux qui sont sortis. Par exemple, quand on parle de l'indice de développement humain dans la sous-région ou dans la sous-région ouest africaine, vous voyez le Nigeria, après vous voyez le Togo. Et derrière le Togo, il y a la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Et après, il y a le Bénin. Ça veut dire que dans les 6 ans ou les 5 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan social, santé, éducation et autres. Et maintenant, sur le plan santé même, vous voyez un peu, par exemple, il y a Dr Lapia qui est quelque chose d'extraordinaire. Les gens considèrent ça comme un hôpital pour les riches. Mais c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde. Tout récemment, vous voyez par exemple, on dit du 3 au 15, c'est demain. Du 3 au 15, il y a des chirurgies à cœur ouvert, il y a des opérations qui sont faites dans ce domaine, financées par l'État. Pour tout le monde. Mais sur le plan santé, vous voyez par exemple Ouezou qui a été lancé par le président de la République à l'époque, qui a été lancé pour s'occuper des femmes enceintes. On a des milliers de femmes qui ont bénéficié de cela. Sur le plan route, il y a des milliards qui ont été investis dans les infrastructures. Même pour cette année, il y a déjà 149 milliards qui ont été mobilisés pour les prochaines années, qui ont été mobilisés pour les infrastructures, réhabiliter les routes, construire un certain nombre de routes. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont injectés. Au niveau de l'éducation, on voit des écoles qui sont construites, on voit des écoles qui sont réhabilitées. Il y a beaucoup de sur le plan santé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc les Togolais doivent avoir espoir que beaucoup de choses seront encore faites. Les Togolais doivent avoir espoir que beaucoup de choses seront encore faites. Même par rapport au taux de croissance, on voit. Alors, ce que l'international attend du Togo, c'est quoi? C'est tout d'abord assainir les finances publiques. Et toujours la discipline budgétaire et garder toujours le degré de solvabilité. Solvabilité, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est pour dire qu'arrêtez, aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, mais à l'avenir, vous aurez de l'argent pour rembourser. Pour rembourser. Donc, c'est ce qu'on attend. Et le Togo, depuis un moment, affiche des critères en termes de transparence. Vous voyez, par exemple, au niveau de la lutte contre la corruption, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand vous allez sur le site de la COP, c'est quoi? C'est l'autorité de régulation de la commande publique. Il y a plusieurs entreprises qui sont sanctionnées pour corruption, pour des actes de corruption, pour faux et usage de faux. Il y a au niveau de l'administration, on met la main sur un certain nombre de personnes qui veulent faire du faux. Donc, quand l'occidental ou les partenaires financiers techniques voient ça, on voit déjà qu'il y a déjà des efforts en termes de lutte contre la corruption. Donc, vous êtes crédible, on peut vous prêter de l'argent. Et sur le plan géographique, vous avez le Togo a toujours une très bonne position. Deuxième chose aussi, il y a une stabilité relative. Il y a des coups d'État dans les pays qui nous entourent. Mais le Togo a toujours gardé une certaine stabilité. Il y a la paix. Sur le plan politique, il y a des contestations, mais il y a toujours une certaine paix. Donc, quand on voit tout ça dans l'international, on se dit, mais quand on éjecte de l'argent dans ce pays, ça peut nous rapporter. Et aussi, par exemple, au niveau de la PIA et tout ça, on voit un peu qu'au niveau de l'économie à l'interne, il y a un certain dynamisme. Donc, il y a un certain dynamisme, il y a les impôts, les taxes, tout ça. Donc, quand ils vont mobiliser, après, ils pourront nous rembourser. Ça rentre dans le degré de solvabilité. Donc, il y a des efforts qui se font, mais je dis qu'il y a encore d'autres défis. Mais pour conclure, il y a aussi, par exemple, en ce qui concerne le taux d'électrification, qui était peut-être à 50%, qui est aujourd'hui à 74%. Donc, je pense que c'est... Sur cet aspect-là, je ne pense pas que sur le plateau puisse être d'accord avec toi, parce que avec les délestages réguliers qu'il y a... Le détail ne dit pas qu'on ne l'électrifie pas. Vous savez, lorsque j'interrogeais tout à l'heure la feuille de route gouvernementale 2020-2025, je pense que c'est tous les Togolais qui pourront peut-être se poser cette question. Si moi, à mon niveau, je me pose cette question, cela voudrait dire qu'il reste encore à faire. Alors, vous le dites, c'est la première fois. Pour vous, c'est une prouesse. Moi, je ne le trouve pas comme une prouesse. Parce qu'en réalité, le Togolais n'a pas besoin forcément
d'être consulté autour de cette feuille de route gouvernementale. Ça, je suis Le d'accord Togolais a avec. besoin de quoi? Le Togolais a besoin d'une concrétisation des projets du terrain. Et c'est ça la meilleure des actions que le Togolais veut voir faire. Consulter X ou Y et ne rien concrétiser aussi tomberait dans l'oubliette. De toutes les façons, je n'ai pas dit que ce n'est pas... le gouvernement est obligé de consulter X ou Y sur l'élaboration d'une éventuelle feuille de route. Je n'ai jamais dit ça. Cependant, je me dis, qu'on nous donne un an dans une période donnée et qu'à part après qu'on dit on renouvelle ce nom, ayez quand même le courage de me faire l'état des lieux. C'est ce qu'on appelle la redevabilité, la question de redevabilité. Ayez quand même le courage de me faire le point du nom que vous venez d'épuiser, de finir. C'est ce que je demande tout simplement. Si pour vous, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 se limite à des consultations foraines, comme vous voulez le dire, à des chiffres... Ce n'est pas le seul exemple que Firmin a donné. Non, à des chiffres de 62%, c'est vous qui le dites. Le gouvernement n'est pas encore revenu pour un véritable état des lieux sur la feuille de route gouvernementale. C'est un rapport lors d'un discours devant l'Assemblée. Alors, le bilan dont je parle, c'est véritablement un état des lieux de ce qui a été fait. Aujourd'hui, si on demande une consultation, entre guillemets, je ne sais pas si général, je ne l'appellerai pas une consultation générale, cela voudrait dire que quelque chose n'avait pas marché au passé. C'est une stratégie d'une décrispation sociale. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il faut une plus-value. C'est pas ce qui est en train d'être corrigé, Dieudonné. C'est ce que je suis en train de dire. Alors ça veut dire que quelque chose ne marche pas et il faut un palliatif. Ce palliatif, c'est aujourd'hui l'instauration de cette consultation autour de cette feuille de route gouvernementale. Mais jusqu'à quel niveau? C'est ça, moi, je pose comme question. Il faut aujourd'hui que des critiques constructives soient prises en compte. Les premiers à été consultés, ce sont des partenaires techniques et financiers. Les critères qu'ils exigent ne sont pas les mêmes critères forcément auprès de la population. Le secteur privé Le également. secteur privé aura aussi ses exigences. Surtout la société civile aura ses exigences. Mais est-ce pour autant que cette société civile qui sera représentative de la voix du peuple aura satisfaction de la concrétisation de ce qu'il faut sur le terrain? Quels sont les gages aujourd'hui? Moi, j'en appelle à beaucoup plus de travail de fond au lieu d'une simple communication. C'est bien de dire, venez, on va élaborer une feuille de route. Mais le fond, qu'est-ce que vous amenez? Ou qu'est-ce qu'on vous impose? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà ce qu'on veut faire. Vous l'avez écouté. Ce n'est pas une consultation, mais on vous informe en réalité. Alors, quels sont les gages aujourd'hui que les conclusions de cette consultation seront prises en compte par le gouvernement? C'est une question intéressante parce que, bon, déjà, c'est quand même plus ou moins nouveau, hein, cette approche-là de faire des consultations généralisées. On avait essayé de faire un peu la même chose à l'époque du PND, si je me souviens bien, mais plutôt dans la vulgarisation. Je m'intéresse quand même fondamentalement à la capacité vraiment de mobiliser ces ressources-là. Je me rappelle qu'à l'époque du PND, même de la feuille de route, l'idée était de s'appuyer beaucoup sur le secteur privé pour ces financements. Bon, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on réussit à faire de manière très concrète. Et à ce niveau-là, en dehors de certains partenaires, c'était pour ça, je pense qu'on les a vus en premier, les partenaires techniques et financiers, il y a un réel défi dans la capacité à aller mobiliser des fonds au niveau international. C'est quelque chose qu'au niveau local, c'est-à-dire c'est quelque chose que le Togolais dans du quotidien n'intègre pas nécessairement dans sa réflexion, mais il y a quand même toute une hiérarchie. La feuille de route? Non seulement la feuille de route, mais les grandes hiérarchies d'acteurs qui pèsent sur nos États, en fait. Que ce soit des acteurs étatiques comme non étatiques d'ailleurs, qui peuvent avoir une influence massive sur notre quotidien. La vie sociopolitique même. C'est ça, c'est-à-dire sur des questions très triviales, mais en même temps très fondamentales, comme par exemple la capacité à aller lever de l'argent à l'étranger. Dans un pays où les impôts et les taxes internes ne suffisent pas pour faire tourner la machine au quotidien, on est très grandement exposé à l'argent qu'on va prêter, hein, il n'y a pas d'autre mot, à l'étranger, soit chez des partenaires multilatéraux, soit chez des privés.
Pour nous, on a un défi majeur, il faut quand même le dire, c'est la question du service de la dette. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pris quand même très au sérieux au niveau des régies financières chez nous. C'est vraiment comment on fait pour avoir une politique tout en n'ayant pas trop étranglé par le fait de payer la dette. Il faut payer la dette, mais surtout les intérêts de la dette. Et ça, c'est un réel défi pour nous. Bon, pas que le Togo, hein, mais bon, nous, on est au Togo, donc on parle du Togo. Actuellement, après, on pourrait rentrer dans des questions de chiffres, des ratios dette PIB, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que il faut qu'on puisse mobiliser. Vous savez, on va faire des consultations, ce sera joli, mais après, il faudra trouver les moyens d'aller chercher les sous pour le lever de la machine là. Si jamais on décide de faire de la mobilisation interne et que c'est en fait, en mobilisation interne, ça veut dire que nous allons financer nous-mêmes. Ce qui veut dire en fait qu'il y aura plus d'impôts et de taxes. Ça va grincer des dents très vite au niveau du Togolais du quotidien, par exemple. Parce qu'il faudra lui expliquer comment, en fait, la hausse du coût de la vie d'aujourd'hui est censée financer une meilleure condition de vie dans 5 ou 10 ans. Ça ne passe pas toujours forcément. Je pense que dans cette logique-là, c'est juste bien de faire des consultations parce que ça permet quand même de dire on a fait ça ensemble, c'est un projet commun, donc on va y aller ensemble. Mais bon, il faudra vraiment voir comment réussir à financer tout ça. Nous sommes à la fin. Vous avez peut-être un mot à placer avant qu'on ne se sépare, Firmin? Donc, moi, je demanderai aux autorités de multiplier des projets pour faire évoluer le pays. Il y a déjà la PIA qui est d'autres projets dans ce sens et qu'on mise aussi sur la transformation de nos ressources. Dieudonné? Non, moi je resterai avec le dernier sujet en disant tout simplement que l'exercice de consultation ne doit pas servir simplement à expliquer les démarches ou alors les projets du gouvernement, la vision du gouvernement, mais aussi à écouter les résistances, les arguments d'une population dont les attentes en matière de panier de la ménagère restent encore très prioritaires. Renaud? Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture entre le Togolais du quotidien et les grands chiffres, les grandes données, les grandes théories que l'on a au niveau administratif et gestionnaire. J'espère vraiment que le gap se sera comblé à un moment donné, mais ça passe, je pense, par vraiment une question de redevabilité, de justice sociale et d'équité, mais vraiment de justice, je dirais, dans la façon dont on rend compte et on opérationnalise les ressources communes. Parce qu'il faut rappeler que l'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde. Aïe Renaud Dossavi, journaliste, analyste économique. Dieudonné Seonou, journaliste, analyste politique. Firmin Tekoagbo, journaliste, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekoagbo. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. C'est la fin de Regard Croisé. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.